C'était mon rêve, je ne l'ai pas réalisé, mais finalement c'était une bonne chose. Bonjour Essir, Ariel, bonjour. مرحبا بك dans notre podcast de Believe in Heart et Go My Tech. Merci et bravo pour le podcast. Aïchek. Donc, quel était ton premier rêve d'enfance? Est-ce que tu avais un rêve d'enfance Ouais. ou est-ce que tu l'as réalisé? Parle-nous un peu de... Alors, c'est marrant, mon rêve d'enfance a toujours été d'être pilote de chasse. Et ce qui est marrant, c'est que j'aurais pu le réaliser. Je ne l'ai pas réalisé au final, mais j'aurais pu le réaliser. Donc, j'ai toujours rêvé d'être pilote. J'ai fait la Maghreb, comme tu le sais, où j'ai été, après mon baccalauréat, j'ai passé le concours pour l'École royale de l'air au Maroc. Et le pire, c'est que j'avais été accepté. J'avais 17 ans. À 17 ans, avec parfois des impulsions que je ne vais pas regretter d'ailleurs, parce que je pense que j'ai fait le bon choix. Mais à 17 ans, j'ai fait le choix de ne pas rentrer à l'École royale de l'air et de partir pour faire des études en France, en BAD, et de faire ce qui m'a mené aujourd'hui, après des virages, et on en parlera plus tard, à ce que j'aime aujourd'hui et à ce que j'adore. Mais je voulais être pilote et j'aurais pu être pilote, mais j'ai décidé de ne pas finalement, à 17 ans, de faire ce parcours. C'est fou cette histoire, parce que du coup c'était un rêve et jusqu'à 17 ans tu voulais réellement le faire et Dernière minute, c'était une impulsion. J'étais dans la queue. Incroyable. J'étais dans la queue pour signer mon contrat et je me rappelle, c'était encore les cabines, il y avait des cabines téléphoniques, comme la cabine où Baba, voilà, là, je vais signer, j'ai été accepté. Tu viens de recevoir l'acceptation d'une école prépa en France, etc. J'ai pris une décision impulsive, en partie parce que j'étais amoureux d'une jeune fille que j'avais rencontrée et qui était à Paris. Et je voulais absolument, à 17 ans, aller la retrouver. C'était bête. Mais je pense qu'il y avait probablement derrière ça quelque chose de fond. Je ne suis pas fait pour l'armée. Maintenant, à mon âge, je comprends que je n'étais pas fait pour l'armée. Je suis peut-être un peu trop rebelle pour ça, Imken. Et je pense qu'il y avait une vraie bonne décision. Et c'est une excellente décision. Mais à l'époque, c'était une impulsion. Donc, ouais, je raconte ça de temps en temps pour m'en rappeler. Mais c'était mon rêve, je ne l'ai pas réalisé. Mais finalement, c'était une bonne chose. Ouais, c'est hyper courageux du coup, parce qu'on parle souvent de gens qui ont, tu sais, des ultimate goals, vraiment les objectifs de la vie ou peut-être des rêves. Et c'est très compliqué pour ces personnes-là de complètement changer de cursus, parce que ça fait des années que tu as le même rêve. Et toi, tu l'as fait en l'espace de quelques minutes, cette décision. Ouais, est-ce que tu recommandes ce genre de pratique? Je fais tout le temps. Je fais tout le temps. En fait, je crois beaucoup à mon intuition. Okay. Après, quand j'ai étudié un peu ces sujets-là, l'intuition, c'est quelque part des décisions souvent très raisonnées, qui viennent de réflexes. Comme on a les réflexes physiques, quand on tape, hop, il y a la main qui bouge, et des réflexes cérébraux aussi qui viennent des intuitions que tu as accumulées, et le cerveau fait rapidement le tour des intuitions et il prend une décision. Je fais ça très, 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 très souvent dans les prises de décision. Pour les recrutements aussi, je crois beaucoup en mon intuition dans les recrutements. Dans les gens avec qui je m'entoure, les décisions parfois radicales que je prends sont souvent des intuitions. Et c'est en général des excellentes décisions. Donc, ici, pour les gens qui nous écoutent, parle-nous un peu de ce que tu as fait après la prépa, parce que tu as été consultant, je crois, tu as été founder de Taxi, tu as été CEO de Terre, donc parle-nous un peu de ça. Alors, en résumé, donc, j'ai grandi à Rabat, à la capitale. À 17 ans, après mon bac, j'ai décidé de ne pas être pilote, en tout cas, et de partir en prépa en France. J'ai fait un parcours assez classique d'école, en école de commerce, cabinet de conseil, Accenture à Paris. Et un début de carrière de consultant pendant 9 ans. J'ai adoré ce que j'ai fait. Et j'ai travaillé sur beaucoup de très beaux projets. J'étais consultant, donc petit à petit je sentais la frustration de donner des idées aux autres, ou faire un projet pour les autres mais pas pour soi-même. C'était pas aussi conscient que ça, mais il y avait une frustration. Et puis quelques années plus tard, donc là on voulait absolument avec ma femme partir dans un autre pays. On était bien en France. France c'est mon deuxième pays. Je suis très fier de dire que je suis à la fois français et à la fois marocain. Maintenant, un petit peu tunisien, chouette, après 3 ans et demi. Mais voilà, on avait envie d'autre chose, quoi. Donc, on se préparait pour partir en Asie. J'ai tenu une proposition في المغرب قبلتها en tant que DRH, alors que je ne connaissais pas grand-chose à ce métier-là.
Mais c'était un DRH dans une boîte particulière qui avait une mentalité d'entrepreneur. Donc ça me plaisait bien ça. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et quelques, le métier DRH. Et après, voilà, je pense que c'était un début de virage vers ce que j'aime, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Donc j'ai tenu l'opportunité de prendre ce bébé qui était Tayar à ce moment-là et de faire grandir. Et j'ai adoré le challenge. Je ne connaissais pas Tunis. C'était pour moi, Tunis, c'est le Maghreb. C'est toujours, on dit que c'est les pays frères, mais je ne connaissais pas. Oh, why not, tout simplement. Ouais. Et, quelle année là? C'était fin 2016. Ouais. 2016. Fin 2016, novembre 2016. Mais Tayar, c'était un bébé en 2016. Tout le monde l'utilisait bien avant. Alors, l'histoire de Tayar est intéressante parce que le site existe depuis, je crois, fin 2012. Donc, il avait 4 ans déjà. 4 ans, 3 ans et quelques. Mais c'était un bébé dans le sens où il n'y avait personne. Il y avait une personne qui faisait du commercial. Et jusque-là, c'était un site qui avait fait un peu de pub pour créer du trafic, mais qui était encore un site d'annonce simple dans lequel le trafic commençait à monter, mais ce n'était pas encore le premier site tunisien. Et ça commençait à décoller. Après, le travail d'un CEO, c'est pas simplement de faire que le site soit le plus beau et le plus gros, c'est de faire une entreprise. Et donc, il fallait mettre une stratégie, comment le site allait devenir éventuellement un jour une entreprise qui gagnera de l'argent, ou en tout cas qui a une stratégie, qui a une vision, comment on crée un écosystème Fitounes, comment on participe à l'évolution de l'e-commerce par exemple. Tous ces sujets-là, il fallait les poser, les réfléchir, poser une stratégie et s'inscrire dans la durée. C'était ça mon job et je m'amuse toujours tous les jours quand je fais ça. Est-ce que tu as un secret de réussite maintenant que tu as vu quand même plusieurs projets pour se lancer Est-ce qu'il y a une framework des réponses que tu devrais répondre avant de se lancer, par exemple en termes de stratégie, de vision? Est-ce que tu as un peu d'insight par rapport à ça? Moi j'ai des méthodes. Je n'ai pas de réponse, j'ai des méthodes, et des méthodes de questionnement, essentiellement. Tu me parles d'un projet qui est différent, la recette ne sera pas du tout la même. Parfois, pour un projet très proche, en fonction de quelques petits détails, les réponses seront complètement différentes. Les méthodes de questionnement, c'est toujours d'abord en quoi tu résous un problème, et pas la surface, vraiment dans le détail. C'est-à-dire que ton produit, ton outil, ton idée, etc., surtout quand on a affaire à des entrepreneurs qui sont tech, qui pensent à la tech. Ok, très bien, c'est gentil la tech, mais d'abord, quel que tu es en train de résoudre. Pour qui? Si c'est une marketplace, il faut en plus résoudre 2 problèmes. Donc des 2 côtés, pour que ça marche. Mais il faut aller en profondeur. Je vais le transport. Ok, très bien, concrètement, combien de trajets par jour il y a dans une ville? Combien prennent le taxi? Combien prennent le bus? Ou combien il y a de personnes combien de voitures on vend tous les jours? Est-ce que vous savez combien de voitures sont en circulation? Quel est le nombre de nouvelles voitures vendues? C'est quoi le pourcentage il faut aller dans le détail. Et les entrepreneurs qui ne font pas ce travail de recherche, aujourd'hui, Internet, les datas sont en ligne, il faut juste faire son travail. Ou là, au travail, on peut aller dans Wizarat, ou les institutions, l'INS, ou la autre, on a les données. Donc, il faut bien comprendre le problème dans le détail. La deuxième chose quand on se lance, qui est extrêmement importante, et il y a toujours réécouter le problème, c'est-à-dire écouter le client. Ne pas aller trop vite, la taille, ne pas se disperser, focaliser bien sa demande, et écouter. On peut avoir des intuitions, mais parfois les intuitions, elles permettent de démarrer, mais rater. Et donc c'est le client les salhak. D'accord. Et donc l'écouter lui, et passer du temps, beaucoup à écouter, quoi. Notamment la phase de démarrage. La phase de démarrage, elle est critique. On dit souvent que c'est mieux d'avoir 100 clients très fidèles pour qui tu fais un produit parfait que 10 000 clients qui disent ton produit il est ouais. Okay. Et si tu as 10 000 clients, tu dois gérer une machine pour 10 000 clients. Si tu as 100 clients, le fondateur peut encore les écouter. Donc, cette phase de démarrage, elle est critique. Il ne faut pas aller trop vite, mais il faut écouter. On va faire un produit parfait pour ses premiers clients. Okay. Après, c'est plus facile de grandir. Voilà, après, il y en a d'autres, mais quelques techniques de base, c'est d'être humble, d'écouter, d'avoir des intuitions. C'est du travail. Ok. Et aussi du pivot, c'est bien que tu as mentionné ça. Le fait de commencer, ça te permet de comprendre un peu plus les choses et de
plus te fier à cette idée ou juste intuition, Ouais. mais de voir réellement est-ce que c'est pragmatique, est-ce que ça résout quelque chose. Et si c'est pas le cas, tu peux toujours changer, au moins tu as quelque chose et tu peux bâtir dessus. Exactement. Le pivot, c'est une des techniques. Après, les pivots, il faut les faire au bon moment, il faut bien les faire. Encore une fois, l'avantage aujourd'hui, c'est que des institutions, des organisations, du learning, de YouTube, Ouais. un entrepreneur qui ne sait pas ce que c'est qu'un pivot peut apprendre ça immédiatement. C'est vrai. Donc, par exemple, mais les mots, limite, il suffit de faire 3-4 podcasts ou 3-4 vidéos et on les apprend. Ouais. C'est pas ce que c'est que pivot qui est intéressant. Les gens qui acceptent de faire un pivot, c'est des gens qui ont suffisamment d'ego au bon endroit. Si on a un ego, là c'est mon idée, je vais la faire réussir, on ne réussit pas comme ça. On peut avoir un ego sur la mission. On a dit une mission, et notre mission, ça peut être de simplifier la vie des gens. Voilà, je sais pas moi, faire en sorte que les gens trouvent une voiture plus vite. Ou la FTAIA, faire en sorte que l'économie soit plus circulaire, c'est-à-dire que les choses aient une deuxième vie. Que les micros qu'on utilise aujourd'hui, et ben un jour ils auront une deuxième vie, peut-être dans un studio différent. Ouais. Que les appareils photo ne soient pas partout, mais ils soient utilisés peut-être ailleurs. Enfin, c'est ça, cette mission de deuxième vie, on y croit beaucoup chez Tayara par exemple. Et donc, par contre, comment la délivrer, ça c'est le client qui va te dire. Et qu'est-ce qu'il dit le client du coup chez Tayara? Il nous dit beaucoup de choses. Ils sont exigeants maintenant, nos clients. Et on dit souvent que les meilleures startups, c'est les startups où les clients sont durs, honnêtement, si nos clients ne disent rien, c'est qu'ils s'en foutent. Ouais. S'ils s'en foutent, on ne marchera pas. Donc je préfère de loin qu'on critique. Par exemple, une des choses que je te dis, on me dit souvent, Tayara, c'est vendre facile. Mais ce que c'est que ce site internet, vous ne pouvez pas le refaire, l'ergonomie, il est pourri. Ok, ils le disent, et je les écoute. Et honnêtement, le site internet, il est pourri aujourd'hui, maintenant quand je les écoute. Donc on est en train de faire un travail de recherche, par exemple, et d'amélioration de la future version. Et il faut leur donner, quand ils ont raison, quand ils sont tous en train de dire la même chose, c'est pas toi qui as raison, c'est eux. Ouais. Voilà, tout simplement. Quand ils nous disent par contre, bravo Ali, comme sur ça ou ça, on le prend, et on se dit, qu'est-ce qu'on a fait pour réussir X Par exemple, en ce moment, surtout après le confinement, on bat des records en termes de trafic, ce qu'on appelle la de liquidité, c'est-à-dire la rapidité de vendre le bien. Ok, mais qu'est-ce qu'on a fait pour réussir ça? Donc on a analysé, le CRIN a 2-3 trucs, maintenant on les amplifie, on met des équipes qui ne travaillent que sur ça. Donc il faut écouter, analyser, j'aime bien les données, donc il faut être assez data-driven. Ouais. Et si on ne sait pas analyser des données, ou là c'est qu'on n'aime pas la data comme un fondateur, c'est pas grave, on peut s'entourer de gens dans son équipe qui adorent cruncher des data, c'est-à-dire passer la journée à regarder les chiffres et qui n'ont pas peur d'un tableau à 200 chiffres. Mais quand on est un fondateur, soit on sait faire ces choses-là, soit on s'entoure. On ne peut pas savoir tout faire. Mais si on sait faire, on sait faire. Si on ne sait pas faire, on s'entoure. On peut faire ça quand on est passionné par son travail. Et Anna, je fais ce que j'aime. Donc, je peux passer des heures et des heures à faire ce que j'aime. C'était exactement ma question. C'était quelle est ta passion et quel est ton rêve maintenant? Écoute, moi... Une mission, peut-être une mission. Aujourd'hui, j'aime faire grandir ma start-up. On est arrivé à un seuil très intéressant pour une start-up. On est un seuil seuil de la quarantaine de personnes, 30-40 personnes, est un moment critique. C'est plus facile de gérer une boîte de 2000-3000 personnes qu'une boîte de 40 à 150 personnes. À de la tranchée entre 40 et 150, elle est compliquée à gérer. 2000 personnes, tu as des process, tu as des managements, tu as des directions, tu as des comités, tu as des... C'est quelque part une grosse machine. Quand tu passes de 2 personnes à plus de 30, je commence à avoir un niveau de management, puis un niveau parfois de deuxième management. Okay. Et là, il ne faut pas que tu perdes ta culture. Et là, il ne faut pas que tu perdes... Et c'est assez théorisé. Là aussi, il y a des podcasts sur le sujet. Le moment le plus compliqué dans la vie d'une startup, c'est quand elle passe le seuil du 30 à peu près, 30 personnes. D'accord. Et nous, on a passé ça il y a 1 an et quelques. Et on le dit ouvertement à l'intérieur de la boîte. C'est difficile. Il y a eu du turnover. Il y a des gens qui sont partis, des gens à qui j'ai demandé de partir. Parce qu'on s'est trompé dans le recrutement. Donc, il faut passer en tant que fondateur de je fais tout et je sais tout ce qui se fait. Et donc, je fais mon job, c'est de créer une machine qui fait. Ok. C'est pas la même chose. Donc, je dois, par exemple, penser à l'organisation. Je dois penser aux humains. Je dois penser au comportement de Flan, Maflin.
Je dois m'assurer que, par exemple, les organisations commerciales ont des incentives qui sont alignés باش مش واحد يبيع ضد الآخر. Ok. Donc on n'est plus en train de faire je sais pas moi, la vente ou le code ou la réflexion sur un produit. On est en train de créer la machine qui va créer le produit. Ok. Et c'est totalement différent. Et à ce seuil-là, il faut soi-même ne plus être celui qui résout les problèmes. Il faut résoudre la machine. Et la machine doit résoudre le problème. Et la machine, c'est des humains. Et c'est pas comme du code. Le code, tu es juste ou faux, et il peut parfois être gris, mais les humains, c'est des machines, c'est un peu plus complexe. L'entente entre un comité de direction, comment les managers doivent s'entendre entre eux, comment ils doivent collaborer, binet. Donc il y a des choses que moi, auxquelles je crois, mais ça doit plus être moi maintenant. Ça doit être une organisation de CAM là, qui le porte. Et c'est plus facile quand on était moins de 10 dans un appartement, parce que c'était quelque part, je recrutais tout le monde, et on était proches, et puis je savais tout ce qui se passait. Aujourd'hui, je sais pas, là, je suis pas allé au bureau, il faut que pendant 2 semaines, 3 semaines, je peux être congé, il faut que ça continue. Là, je m'en suis aperçu, il y a 2 ans, quand je suis parti en congé, et pour une fois, j'avais vraiment débranché, enfin depuis la première fois chez Tayar, j'avais débranché. Parce qu'on était à une arrivée autour des 25-30 personnes. Et quand je suis revenu, après presque 3 semaines d'absence, où j'étais juste à Coslac de temps en temps, je suis rentré, je me suis installé, et on m'a dit « Ah tiens, bonjour Issa, comment ça va ?» Et puis, les gens continuaient. Okay. Et j'étais gêné toute la journée. Le soir, on en parlait avec ma femme, et elle m'a dit « Bah oui, c'est que ils n'ont plus besoin de toi au quotidien. » Et c'était un moment magique. J'ai compris qu'enfin, je pouvais... mon travail, c'était pas de travailler sur la journée. Mon travail, c'est de travailler sur le système de l'entreprise. Et depuis là, je donne beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. J'ai abandonné un certain nombre de choses opérationnelles que je faisais. Ouais. Je les ai laissées à mes équipes. Et maintenant, mon job, c'est tout le temps ça. Et Tayara va beaucoup, beaucoup mieux depuis que j'ai compris ça. Et que 100%, les 90% de mon temps, il est dans améliorer le management et la manière dont ça s'est organisé, la culture de l'entreprise, les attitudes dans l'entreprise, plutôt que de résoudre le problème technique, ou d'améliorer la vision de Talentski, le site job board, ou améliorer l'équité sur Imo Expert, notre site d'immobilier, ou quoi que ce soit. Le long-term objectives, est-ce que c'est toujours dans les métriques ou c'est plus mission et après tu fais des... Le long terme doit être une mission. Exact. C'est-à-dire la mission, c'est quelque part, c'est pourquoi tu existes. Et c'est pas un chiffre. Enfin, si ta mission, c'est de devenir riche, ok, toi, tu vas pouvoir être drivé par cette mission, éventuellement, mais pas ton équipe. Donc, c'est la mission de l'organisation, à quoi elle existe, à quoi elle sert. Okay. Ensuite, ça, c'est très important, parce que c'est ça qui va fédérer toute ton équipe autour de cette mission. Ensuite, tu peux avoir une vision qui est quelque chose d'un peu plus court terme et un peu plus précis, un peu plus business, et qui peut changer avec le temps. Ça, c'est des cycles d'1 an, 2 ans, 3 ans. Cette vision, c'est comment tu vas y arriver. Donc, la mission, c'est je veux aller en haut de la montagne. Je veux aller, je veux être au sommet de l'Everest. Allez, je veux emmener un maximum de gens avec moi au sommet de l'Everest. Ma vision, c'est, ok, pour y arriver, je vais commencer à m'entraîner et faire en sorte que je puisse monter toutes les montagnes de Tunisie avec 5 copains. Ça, c'est les 2 prochaines années. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai avoir une vision un peu différente. Après, tu peux avoir tactiquement au quarter des objectifs précis. Et là, tu mesures les indicateurs. Ouais. Mais si tu mets les indicateurs dans le long terme, d'abord, c'est trop loin pour que tu puisses avoir un droit mythe. On est des humains. On aime bien... Allez, la plupart des humains, on est tous pareils. C'est-à-dire que tu nous donnes un truc en une semaine, la veille, on accélère. Ouais. D'accord ? Tu nous donnes des devoirs, la veille, on passe la nuit. Tu me donnes 1 an, le dernier mois, je vais accélérer. Tu me donnes Snin, la dernière année, je vais accélérer. C'est vrai. Tu me donnes 2 jours, ou 1 heure dans 10 minutes. Donc, si tu crées des circuits courts, c'est la semaine dans une start-up, avec l'objectif précis que tu mesures, bah là, toutes les semaines, tu as ça avance, quoi. On appelle ça drum beat, comme le truc de tambour, là. Donc, le drum beat, il est toutes les semaines chez nous avec les... Et en fait, quand tu regardes ça après 3 mois, tu te dis, waouh, j'ai beaucoup avancé, quoi. Donc, le drum beat, il peut être à la semaine avec des chiffres. Le long terme doit être plus qualitatif et quelque chose qui inspire. Exactement. Mais il y a des gens qui votent plus rapidement en termes d'objectifs, c'est là. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Est-ce qu'il y a eu au moins un temps moyen d'essayer des choses? Parce que des fois, ça ne marche pas et du coup, les gens veulent changer.
Comment tu... Alors, Quel conseil tu pourrais donner? alors, la chose qui est importante, c'est que si après 18 mois d'efforts importants, de pivot, ça ne marche pas, il faut passer à autre chose. 18 mois, Okay. C'est un truc assez connu et que je respecte et c'est assez vrai. Si pendant 18 mois, tu te bagarres pour un truc, tu as pivoté 3 fois, tu as écouté, tu as fait tout ce qu'il fallait, c'est peut-être pas toi le problème, c'est le marché. Tu es trop en avance, tu es en retard. Ton marché, tes calculs que tu as fait au début, tu es faux en termes de taille de marché, ça arrive. Okay. Je connais des entrepreneurs qui, par ego, ont resté plus longtemps. Et ensuite, mais c'est du temps que tu ne rachètes pas après. Cette talent, cette énergie, tu aurais dû le mettre dans une autre idée. Et non, mais il s'accroche à un truc, et non, tu comprends, ça va marcher demain. Beaucoup d'entrepreneurs devraient réviser ce concept de sunk cost, c'est-à-dire un cost passé n'a plus de valeur. J'ai dépensé 1 million d'euros, par exemple, pendant 1 an pour faire quelque chose, mais il me faut 10 000 tous les mois pour peut-être y arriver dans 1 an. Et je m'accroche parce que tu comprends, j'ai déjà dépensé 1 million. Bah non, c'est déjà dépensé. Si je dois encore dépenser 10 000 tous les jours, vaut mieux que j'arrête. Et dire, tant pis pour le million. Mais les gens, ils s'attachent émotionnellement à des coûts passés. Ça s'appelle un sunk cost et c'est un truc psychologique. Ah non, si c'est maintenant la décision d'abandonner, eh ben, faut pleurer toute la nuit, passer à autre chose le lendemain, quoi. Ouais. Mais si tu continues à souffrir pendant 1 an, c'est con. Si tu dis à quelqu'un, est-ce que tu veux dépenser 10 000 tous les mois pendant 1 an pour un truc qui ne va pas marcher? Il va te dire non. Tu dis, ok, maintenant, imagine que tu as dépensé déjà 1 million avant. Il va te dire, ah, peut-être. Alors que normalement, ça ne doit rien changer. C'est la même chose. Et ce concept-là de sunk cost, les gens s'y tiennent par ego. Donc la question est simple, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne décision de continuer ou pas? Indépendamment de ce qui s'est passé hier. Donc ça permet de vraiment d'être résilient, comme tu dis. Une autre méthode de résilience, moi je crois beaucoup, c'est il y a une vidéo qui s'appelle Why Worry, j'encourage tout le monde, moi c'est mon motto dans la vie, et elle dure 8 minutes 30, c'est facile, c'est un gourou indien qui fait un truc très simple, et qui dit en gros, ok, première question qu'on devrait se poser tous les matins, c'est est-ce qu'on a un problème dans la vie? Est-ce qu'on a vraiment un problème? Parce que parfois on grogne mais on n'a pas de problème. Okay. Donc quand on n'a pas de problème, why worry? Pourquoi s'inquiéter? Ok, si tu as, comme beaucoup de consultants, tu as un truc, si jamais tu as un vrai problème, deuxième question que tu dois te poser, c'est est-ce que je peux faire un truc? Can I do something about it? Si la réponse est oui, why worry? Si tu peux le faire, pourquoi tu pleures? Vas-y, et ne pleure pas. Ouais. Donc, si tu as un problème dans la vie, oui, est-ce que tu peux faire une chose? Oui, toujours why worry? Si tu as un problème dans la vie, deuxième branche, est-ce que tu peux faire un truc dans la vie? Non, why worry? Donc, tu peux rien faire parce que, je sais pas moi, coup ma tarte. Est-ce que moi je peux changer ça? Donc pourquoi je vais m'inquiéter? Donc c'est très simple. Au final, cette philosophie dans la vie arrive toujours à why worry. Okay. C'est soit tu peux faire un truc dans la vie et arrête de pleurnicher, fais-le. Soit tu peux pas faire, donc accepte-le, réfléchis à ce que tu peux faire et fais-le. Soit tu n'as pas de problème à la base et tu es juste en train de pleurnicher. Et donc dans tous les cas, quand tu as cette philosophie-là, tu es super résilient. Parce que tu t'attaques et tu focalises sur ce que tu peux faire. Le reste, tu l'oublies et tu te focalises uniquement sur quoi tu peux avoir un impact dans la vie. Moi, je fais ça tous les jours. Depuis que j'ai découvert cette vidéo, je garantis, elle commence par I have a beautiful slide, it's going to change your life. Okay. Et c'est tout bête, mais elle m'a changé ma vie il y a quelques années. Aujourd'hui, je vis beaucoup mieux, je dors beaucoup mieux, parce que je fais uniquement ce que je sais sur quoi je peux avoir un impact. Le reste, ça sert à rien. Why worry? Ok. Donc, tous les matins, tu fais ça? Why worry, c'est philosophie. Les gens dans mon bureau, ils connaissent. Hein. Maintenant, c'est devenu même. J'entends parfois dans une réunion que je passe, quelqu'un qui dit non, why worry? C'est bon, quoi. C'est que le message est passé, quoi. Donc, why worry, si vous regardez sur YouTube, vous avez un visage d'un gourou indien très marrant. Il est hyper connu en Inde, qui a beaucoup de belles vidéos, mais celle-là dure 1 minute 30. Elle est fantastique et en effet, elle a changé ma vie. On va encourager tout le monde à la regarder. Ici, merci beaucoup. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et j'espère te voir très bientôt. Inch'Allah.